gestion à la fois de l'institution qu'est le Sénat, mais également de se saisir d'un certain nombre de grandes problématiques, voilà, dont on travaille là-dessus. Je fais partie aussi d'une commission qui s'appelle la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Voilà, je faisais partie de la commission économie, je suis passé au développement durable. Bon, ce n'était pas forcément la commission que je souhaitais rejoindre, mais il a fallu que je fasse des efforts, puisqu'étant vice-président, il faut partager les mobilités au sein de l'organisme. Et ensuite, je fais partie d'un certain nombre de groupes de travail qui m'intéressent, dont la forêt, la vigne et le vin, la chasse, les déchets, donc voilà. Lié à la densité de population par habitant, qui fait que si on avait appliqué à la lettre, je dirais, cette loi, on avait une obligation de fusionner dans le secteur, c'était celle des coteaux de Cigoulès qui étaient obligés de fusionner avec une autre intercommunalité. C'est-à-dire, c'était la seule exception. Voilà. La lecture qui a été faite, je dirais, de la loi par le préfet, mais pas seulement par le préfet. Il faut savoir que le préfet a 3 assesseurs, le président de l'Union des maires, et puis 2 personnes qui sont désignées pour un côté, avec un équilibre politique, Jacques Ouzou d'un côté et Boisdet de l'autre. Voilà, donc c'est un triumvirat qui est aux côtés du préfet. On est arrivé à une vision différente, en sachant que cette vision différente me semble naturelle dès lors qu'on a des intercommunalités, des communautés de communes, qui souhaitent fusionner avec une autre. Ça a été le cas. La loi n'obligeait pas de fusionner, mais on n'empêche pas de fusionner des communautés de communes qui veulent avoir une taille plus importante, plus critique, pour des raisons. On a eu une double crise, une crise de l'élevage d'abord, une crise des palmitides ensuite, alors crise sanitaire même pour l'élevage, puisqu'on a vu le retour de maladies qu'on n'avait pas au niveau des bovins, qui nous a entraîné dans une précaution avec pas de sortie autour d'un rayon important du foyer d'infection. On a eu une deuxième crise sanitaire avec ce qu'on appelle vulgairement la grippe aviaire, même si c'est un peu épeurant, qui nous tape dessus. Et puis nous avons également une crise à la fois conjoncturelle et structurelle à l'échelle du lait et de l'élevage. Bon. Une AOC, avec le président de Bretagne, qui demande à être reconnu parce qu'il y a un certain nombre de modalités techniques pour être reconnus. Ils sont une AOP verticale, c'est-à-dire ça va du producteur, et il voudrait avoir à la fois une AOP verticale et horizontale, ce qui aujourd'hui n'est pas tout à fait possible réglementairement. Mais le ministre, parce qu'il n'y a pas que ce problème-là, est en train de voir comment, avec un décret, on pourrait les mettre en place. C'est un bon exemple pour la crise du lait. On ne mette pas fin aux AOC, pas à travers la permission de planter des vignes, ça c'est écarté, mais à travers la non-reconnaissance des AOC, c'est-à-dire de l'indication géographique. On a un certain nombre de grands, de grands commerçants de vin en France, qui souhaiteraient que l'on transforme le qualificatif vin de France par vin de telle région de France. Ça voudrait dire que ceux qui ont fait des efforts, qui sont à l'AOC, c'est-à-dire on pourrait dire vin de la région de Bergerac. Vin de la région de Bergerac, alors qu'ils n'auraient pas les standards de qualité. Bon voilà, donc là, il y a une résolution que je suis le deuxième à l'avoir signée. On l'a présentée avec Roland Courteau, voilà, donc ça passera pas ça. Comme on s'est débattu aussi contre l'abandon, je dirais, de la régulation sur les droits de plantation, vous l'avez fait à un moment donné. Comme je suis là-dessus, ça m'a valu quelques petits problèmes pour qu'on ne confonde pas information et publicité. Bon, alors,
c'est jamais bien compris, mais voilà, je suis de ceux qui au Sénat s'est battu et ça a été enlevé, notamment au Sénat, et surtout d'abord au Sénat, du texte de loi qui voulait l'imposer en disant que ça mettait à mal la loi Evin. Et très honnêtement, je ne suis pas du tout persuadé que ça mettait à mal la loi Evin. Mais on nous reproche d'être des lobbyistes du vin, alors que d'autres sont des lobbyistes de la même façon que nous, même très forts, hein, ceux qui le dénoncent. Bon voilà, donc là on a quand même pas mal avancé sur ce plan-là. Sont examinés aujourd'hui la part qui nous intéresse beaucoup plus, c'est-à-dire la problématique de la non-couverture d'un certain nombre de secteurs, qu'il s'agisse d'Internet ou qu'il s'agisse de téléphonie mobile. Bon là, on a des problèmes, il y a des efforts qui ont été faits par le gouvernement en termes quand même de moyens qui ont été dégagés, hein, aussi bien pour le milieu rural que pour le milieu urbain. D'ailleurs, le conseil départemental en a profité pour son plan de désenclavement qui met en place. Et là, donc, on aborde un certain nombre de points. Alors c'est vrai que si on prend la couverture mobile, parce qu'aujourd'hui, la 4G, elle ne passe pas partout, hein, même la 3G, elle ne passe pas partout, même la 2G. On est confronté au fait que, quand on dit une commune est desservie par le téléphone mobile, on fait un point qui est le point central de la commune. C'est-à-dire, vous pouvez avoir à côté de l'école ou à côté de la mairie le point le plus urbanisé. On fait des tests et ça passe. Mais tu te retrouves dans ta commune, dans la mienne, moi j'habite dans les voies chancelades, ce qui passe à côté de la mairie ne passe pas chez moi. Donc on se retrouve avec des gens qui disent ouais mais c'est du foutoir, ma commune elle est desservie, elle n'est pas en zone blanche, et en fait chez moi je ne l'ai pas. Donc voilà, là il y a un gros problème, et on essaie de mettre la pression sur les opérateurs pour qu'effectivement, mais il ne faut pas non plus rêver, on n'aura pas une couverture dans tous les foyers. Ça ne sera pas possible. C'est pareil pour Internet. Bon, Internet, le Conseil général est en train de travailler. Je ne pense pas, parce que je me suis penché, hein, qu'on aura le câble, la fibre optique, dans tous les foyers de notre département. Nous avons vu que le nombre de chômeurs a diminué de 60 000. C'est historique, puisque c'était tout à fait dans les débuts 2000 qu'on n'avait pas vu des chiffres. Alors, bien entendu, on a eu des baisses spectaculaires et puis un yo-yo aussitôt. Pour faire cocorico, il faudra attendre peut-être 3-4 mois consécutifs, mais il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont intéressants. L'indicateur de la croissance, on a vu que la croissance au premier trimestre a dépassé les prévisions que nous avions prévues. Et puis, nous avons un certain nombre d'indicatifs qui montrent que, d'une part, tout ce qui est investissement venant des entreprises est en train de reprendre de façon importante. Et quand on a de l'investissement, ça veut dire que la confiance des chefs d'entreprise normalement est retrouvée et que ça peut se traduire ensuite dans l'économie avec une relance. Nous avons également une petite augmentation, je dirais une augmentation de la consommation des ménages qui fait que nous avons notre activité à augmenter. Bon, je ne parlerai pas du marché mirifique, puisqu'on a été vendre des sous-marins aux Australiens et que c'est un peu le marché du siècle, parce qu'il ne suffit pas de les vendre, après il faut les concrétiser. Les 35 milliards devraient retomber à 8 milliards pour les entreprises françaises. Mais je voulais le dire, j'ai l'impression qu'on a un certain nombre d'indicateurs. Alors je le dis parce que ça me fait plaisir de le dire, pas simplement parce que je suis socialiste, mais parce que je suis attentif au développement, à l'évolution de notre pays, et qu'il est